J'aimerais partager avec vous une histoire qui m'a touché au plus profond de mon être. Une histoire d'amour qui transcende tout ce que j'ai connu avant dans ma vie. Une histoire qui m'a donné accès à cet espace d'amour inconditionnel dont j'ignorais l'existence à l'intérieur de moi. C'était en 1995, le matin de Noël. Le titre d'un article dans le journal avait retenu mon attention. Une femme passe son 26e Noël dans le coma. J'ai lu l'article. Tracy, ma fille, qui habite en Floride, passait les fêtes chez nous. Ma femme était là, les enfants jouaient. Après avoir lu l'article, j'ai appelé ma femme et ma fille et je leur ai dit « Venez voir, il faut que je vous lise quelque chose, c'est tellement approprié en ce jour de Noël. » L'article racontait l'histoire de cette jeune fille, Eduarda, âgée de 16 ans, qui était diabétique. Son diabète était traité au moyen d'une forme orale d'insuline. Seulement, comme elle était adolescente, le médicament ne passait pas dans le sang, mais personne ne le savait à l'époque. Le 3 janvier 1970, Eduarda se réveille à 2 heures du matin en état de choc, tremblant, avec les jambes animées de soubresauts. Sa mère s'appelle Kay, son père Joe. Elle a une jeune sœur, Colleen, âgée de 14 ans. La famille conduit Eduarda à l'hôpital aussi vite qu'elle le peut. Une fois à l'hôpital, Eduarda s'enfonce dans le coma. Le jour précédent, c'était une jeune fille de 16 ans avec un avenir prometteur. Elle venait d'être acceptée à l'université de Notre-Dame, la première fille à y être acceptée. C'était une jeune fille pleine de vie. Quand elle a commencé à s'enfoncer, elle a regardé sa mère qui lui tenait la main. Elle l'a regardée et l'a appelée maman, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle l'avait toujours appelée mère. Elle lui a demandé « Maman, tu vas rester avec moi ?» Ce à quoi sa mère a répondu « Je te promets de rester avec toi. Une promesse est une promesse. Je serai là pour toi. » La jeune fille s'est ensuite enfoncée dans un coma profond. Sa famille a décidé de ne pas la placer dans une institution car sa mère lui avait fait la promesse de ne jamais la quitter. Si Eduarda avait été placée en institution, tous les frais auraient été couverts. Mais sa famille a pris la décision de ramener Eduarda chez elle. 4 mois après son admission à l'hôpital, la famille ne pouvait plus financer les frais médicaux et son assurance hospitalisation était arrivée à terme. Kay, la mère, était professeure de mathématiques. Joe, entraîneur dans une école catholique dans le sud de la Floride. L'article disait également qu'il fallait nourrir Eduarda toutes les 2 heures, soit 12 fois par jour. Elle avait une activité cérébrale. Au cours des 25 dernières années, elle était passée de la catatonie à un état où elle était en mesure de cligner les yeux, de reconnaître les gens, de tourner la tête de temps en temps, d'essayer de parler et même de pleurer. Elle était désormais dans un coma de stade 9 qui s'apparente à l'état dans lequel on se trouve lorsqu'on sort d'une anesthésie. On est conscient de ce qui se passe, mais on n'arrive pas à aller au-delà du rideau. L'étape suivante, qui n'est pas encore réalisée, est la sortie du coma.
Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la situation. 27 longues années sans jamais dormir dans un lit et dans une chaise à côté de votre fille, à vous lever toutes les 2 heures pour la nourrir, à lui faire une prise de sang toutes les 4 heures, à lui donner de l'insuline suivant les résultats et à faire de cette vie votre routine, votre quotidien. Six ans après le coma d'Edwarda, son père était complètement pris à la gorge par les dettes accumulées qui s'élevaient désormais à plus de 300 000 $. Il avait emprunté toujours plus auprès d'organismes, de banques, 32 ouvertures de cartes bancaires à différents noms pour permettre à sa fille de survivre. Sa mère disait qu'elle ferait n'importe quoi plutôt que de la laisser mourir ou de ne pas tenir la promesse qu'elle lui avait faite. 27 ans sans aller au cinéma. 27 ans sans promenade, jamais de sortie, si ce n'est les médecins, et jamais d'absence de plus d'1 heure. Ne jamais dormir plus de 45 minutes d'affilée pendant 27 ans, sans jamais abandonner. En 27 ans, jamais la jeune fille n'avait souffert d'escarres, car sa mère la retournait dans son lit toutes les heures. Elle lui tressait les cheveux, épilait ses jambes, la maintenait dans cet état immaculé, sans jamais se plaindre, sans jamais blâmer qui que ce soit. L'un des plus extraordinaires récits d'amour inconditionnel qu'il m'ait été donné d'entendre. Ce récit m'a tellement touché en ce matin de Noël que j'ai pris un exemplaire de l'un de mes livres, Real Magic, et j'ai écrit la dédicace suivante. Vous êtes une véritable héroïne. J'ai envoyé le livre accompagné d'un chèque de 1 000 $. J'avais l'impression d'avoir fait une action qui prenait toute sa signification ce jour de Noël. Et puis, comme ça nous arrive à tous, cette histoire m'est sortie de la tête. J'ai oublié. Elle habitait à environ 60 km de chez moi. Mais j'ai dû m'absenter en janvier et en février pour écrire un autre livre. Un jour, après plus de 3 semaines consacrées à l'écriture de mon livre, j'ai allumé la télé pour la première fois. Il y avait une émission intitulée Inside Edition, diffusée après les infos. Et cet après-midi-là, le sujet principal de l'émission était l'histoire de cette femme dont la fille était dans le coma depuis 26 ans. Le reportage commençait par un gros plan sur Kay en train de lire à Edwarda mon livre Real Magic, dont la première ligne est « Ce livre est un livre sur les miracles ». Cette femme était là à faire à sa fille la lecture de l'ouvrage que je lui avais envoyé. C'était une sorte de synchronicité. Alors j'ai décidé à mon retour de rechercher cette femme, car je ne me souvenais plus ni de son nom, ni de l'endroit où elle vivait, d'aller lui rendre visite et de voir si je pouvais faire plus. Lorsque je suis rentré à la maison en février, en haut de la pile de courrier qui s'était accumulée, j'ai trouvé une lettre de Kay, dans laquelle elle me remerciait pour le livre et le chèque, et où elle m'invitait à lui rendre visite. Je lui ai téléphoné, et le jour suivant, ma femme Marceline et moi sommes allés chez elle. Quelques années auparavant, nous nous étions rendus à Assise, en Italie. Pour nous, c'était une sorte de pèlerinage au sein de notre mariage. J'ai toujours eu une grande tendresse pour Saint François, qui a été le premier à avoir les stigmates, les blessures du Christ. Un homme qui,
À peine quelques mois après sa mort, a été canonisé par l'Église catholique, alors qu'une canonisation nécessite généralement des siècles. Un homme doté de formidables capacités de guérison dont il faisait bénéficier autrui, mais jamais lui-même, car il voulait que les autres sachent que la guérison était un fait de Dieu et non de lui en tant que personne. J'avais lu sa biographie écrite par Julien Green, intitulée « Frère François », et elle m'avait beaucoup touché. Quand on parle de quitter la tribu, d'ôter tous ses vêtements, tous les apparats et de vivre en pleine nature, c'est ce que saint François a fait. Lorsque ma femme et moi avons rendu visite à Kay et sommes entrés dans la chambre d'Édouard